Bonjour tout le monde. D'avoir accepté notre invitation et d'être ici ce midi. J'espère que tout le monde va bien malgré la température, bien que la plupart d'entre nous restons à la maison. Ça fait quand même du bien de voir le soleil. Encore une fois, donc merci. Merci de vous joindre à nous, de vous joindre à moi. Aujourd'hui, on va parler en fait, évidemment, de la crise du coronavirus, puis on va parler un peu de comment gérer la situation de crise en allant au-delà du télétravail. L'équipe de Talsum et moi avons eu l'idée de développer ce webinaire-là au début de la semaine, suite à ce qu'on voyait passer justement beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport au nouveau mode de travail, par rapport au télétravail, beaucoup de questionnements. Et à un moment donné, on s'est dit, ouais, c'est intéressant, c'est très tactique. Effectivement, c'est important qu'on ajuste comment on travaille, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà des jours qu'on vit en ce moment, il y a une reprise. Et même avant cette reprise-là, il y aura une période de turbulence à travers laquelle on va devoir passer. Et on s'est dit, il y a peut-être là de l'information intéressante à communiquer. C'est donc dans cet esprit-là qu'on a développé ce webinaire-là. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de susciter la réflexion chez les dirigeants d'entreprise par rapport aux actions à prendre pour faire face à la crise actuelle, puis ainsi assurer la pérennité de l'organisation. Ce qu'on espère suite au webinaire, justement, c'est qu'on va en tirer des pistes de réflexion qu'on va pouvoir ramener à nos équipes et pouvoir partager. L'idée, je pense, dans une situation comme celle qu'on vit, est de créer un sentiment de partage, un sentiment d'entraide. On a tous et toutes des expériences, des backgrounds diversifiés. Si on est capable de mettre notre grain de sel et de s'entraider les uns les autres, on sera probablement capable de s'en sortir beaucoup mieux. Souvent, on dit que c'est quoi le dicton? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je crois que la situation s'appliquera dans notre contexte. Cette citation-là, ce proverbe-là s'appliquera dans notre contexte. Donc, Talsum, qui on est une firme de consultation en management. On se spécialise justement dans la transformation des organisations et ce qui nous légitimise peut-être un peu de parler de ce sujet-là, c'est qu'on est évidemment souvent appelé à arriver dans des environnements qui sont en mouvement, qui sont en mode de disruption. Donc, c'est sûr que là, il y a un élément très, très grave par rapport à la pandémie, mais il y a quand même certains repères, certaines approches, certaines méthodes qu'on peut appliquer dans une crise comme celle-là. Et je me présente donc, moi, Olivier, je suis le président de Talsum. Alors, avant d'aller plus loin, c'est sûr que la crise du COVID-19 est une pandémie. Il y a des aspects sanitaires, humanitaires très, très importants, mais ce n'est pas l'angle ou le sujet qu'on abordera aujourd'hui. On va regarder davantage les impacts sur les entreprises et oui, sur les humains, mais sur à travers nos employés, les membres de nos équipes. Il y a évidemment une foule d'informations qui circulent. Donc, je pense qu'on est super bien informé par les différents médias, par nos gouvernements, pour tous les volets, justement, sanitaires et humains. La crise qu'on vit, c'est pas la première crise, mais elle a quand même effectivement un volet assez unique, en ce sens que, tout d'abord, c'est probablement la plus grosse crise que la plupart des gens sur le marché du travail ont vécu. Et il y a une combinaison, la crise, la pandémie se combine à un contexte géopolitique très en changement qu'on vit depuis quelques années. On le voit avec les différents gouvernements, ce qui bouge. Et en plus de ça, elle s'opère sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et s'ajoute à ça
une guerre au niveau commercial, au niveau du pétrole. Et donc, ce qui cause encore plus de turbulences sur les marchés boursiers. On fait donc face un peu à ce qu'on appelle le perfect storm, là, où on est vraiment réellement frappé de toutes parts, avec évidemment un phénomène de mondialisation qui est accentué, l'intégration des chaînes d'approvisionnement. Donc, ça fait effectivement une crise qui est assez difficile à gérer et qui est pour nous, dirigeants et dirigeantes d'entreprise, assez difficile de prévoir ce qui s'en vient. Et s'ajoute à cela un élément qu'il faut absolument garder en tête, c'est que malheureusement, la crise qu'on vit peut être suivie de certaines secousses. On le voit en Chine en ce moment, il y a plus de, en tout cas pour l'instant, il n'y a plus de contamination à travers la communauté, mais il continue à avoir des cas de gens qui arrivent en Chine et qui sont infectés. Le risque qui est associé à ça, c'est qu'il y ait d'autres foyers d'éclosion qui apparaissent en Chine et qui créent d'autres crises. Donc, un peu à l'instar d'un tremblement de terre qui peut être suivi de secousses sismiques, la crise auquel on fait face, on pourrait en fait voir d'autres crises qui vont apparaître dans les prochains mois, prochaines années. Donc, il faut un peu garder ça en tête à travers les bouleversements puis les changements qu'on va amener dans nos compagnies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la situation des entreprises au Québec pour ensuite de ça, rapidement tomber dans le cœur du sujet. C'est donc les phases d'une gestion de crise comme celle qu'on vit. Il y a 3 phases essentiellement, la réaction, la maîtrise et la reprise. On va mettre davantage d'emphase sur la maîtrise parce que c'est la phase dans laquelle on est en train d'entrer et c'est paradoxalement la phase dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la réaction et par rapport à la réaction, on fera un petit retour parce que, on est dedans sur qu'est-ce qu'on devrait faire juste pour s'assurer est-ce qu'on a tous pris les bonnes actions. Puis, la reprise, on va en parler un petit peu moins, donc plus de focus sur la maîtrise. Et à la fin, je parlerai quand même rapidement de ce qui est pour moi un des angles morts importants et ce qui est l'équilibre psychologique de nos équipes. Je vous invite à travers le webinaire vous pouvez écrire vos questions. On a des gens qui vont pouvoir y répondre et moi, à la fin de la présentation, je vais regarder les questions et je tenterai d'y répondre. Donc, situation actuelle au Québec, fait important. Et je pense que ça légitimise le webinaire de ce matin. La FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, évalue que environ 25% des PME sont à risque à travers la crise qu'on vit et pourraient ne pas survivre. Ça représente un potentiel de plus de 61 000 faillites et donc d'entreprises et donc des impacts humains encore plus grands et multipliés. Je pense que ça montre un peu l'importance du défi auquel nous faisons tous face et auquel il faut qu'on s'attaque collectivement. Un des éléments qui est important et qui évidemment complexifie notre vie, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à cette pandémie-là. Parce que tout dépendamment de l'industrie dans laquelle on est, tout dépendamment de la taille d'entreprise qu'on a et aussi de notre situation géographique, on est frappé de manière différente et notre réponse va devoir être différente. L'idée, c'est donc d'aller chercher de l'information à gauche et à droite, d'être capable de l'analyser et de formuler notre propre réponse à la crise en fonction aussi de nos objectifs. Donc, malheureusement, même si on cherche des recettes, il n'y en a pas. Il y a des ingrédients, par contre. Autre élément qu'il faut aussi garder en tête, c'est les différents types de sorties de crise. Donc, d'un niveau économique, on va dire qu'il y a 3 types de sorties de crise. Il y a des sorties de crise en V, c'est-à-dire que la descente de l'activité économique se fait très rapidement, mais la reprise se fait aussi très rapidement. Ensuite de ça, il y a le modèle en U, dans lequel la reprise, la descente se fait rapidement, mais avant que la reprise prenne, il y a un temps latent
Et finalement, le modèle en L, dans lequel ben, la sortie de crise prend énormément de temps. Maintenant, la situation à laquelle on fait face aujourd'hui s'apparente à un modèle en U. C'est-à-dire que, bon, quand on regarde les statistiques, quand on regarde les effets, les analyses des grandes banques, tout le monde s'accorde pour dire que ben, l'économie va comme aller bien et il devrait y avoir une reprise assez agressive. Par contre, l'élément qu'on ne connaît pas, c'est combien de temps, en fait, ça prendra pour être capable de contenir la pandémie. Et donc, ça porte à croire qu'il va y avoir un moment qui est très difficile à prévoir, mais ça va être 1, 2, 3, 4 mois, dans lequel on va être vraiment en un entre-deux et à travers lequel il va falloir qu'on apprenne à naviguer, à gérer. Et c'est donc là, puis on va le voir tantôt, pourquoi on pose l'hypothèse que c'est si important d'apprendre de reconnaître en fait qu'il va y avoir une maîtrise, une phase de maîtrise avant la phase de reprise et d'être capable de prendre les bonnes actions. Parce que les actions qu'on va prendre pendant cette phase-là vont avoir un impact important pour la reprise. Donc, si on tombe dans les 3 phases, justement, on va dire que suite à l'événement, la première phase, c'est la phase de réaction. La phase de réaction va durer quelques jours à 2 à 3 semaines. Et caractériser cette phase-là par justement une incapacité à prendre des décisions à moyen terme. Parce qu'on ne connaît pas, il y a trop d'éléments mouvants. Une fois qu'on va sortir de la phase de réaction, on va tomber dans la phase de maîtrise. Donc, je le disais un petit peu tantôt, la phase de maîtrise, ça va être une phase qui va durer quelques semaines à quelques mois en fonction de la crise et pendant laquelle, ben, il va quand même falloir apprendre à gérer la décroissance, à gérer un nouveau mode de travail, puis un déclin des activités. Et finalement, il y aura la phase de reprise qui, elle, ben, se caractérise par une prévisibilité et un retour à la normale. Bien que dans le cas qui nous occupe, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que la normale du futur ne sera pas la normale qu'on avait il y a seulement quelques semaines. Si on se ramène à la crise du coronavirus, on pourrait dire que la phase de réaction a réellement commencé jeudi dernier, après l'annonce du président américain comme quoi les frontières allaient être fermées aux voyageurs européens. Ce qu'on a vu dès le lendemain, c'est une prise de conscience que, oh, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est rendu en Amérique du Nord, c'est rendu chez nous. Évidemment, les gouvernements se sont activés à ce moment-là. Et là, on a vu chez les entreprises, moi, je l'ai vu en discutant avec nos clients, que là, il est en train de se mobiliser. Il disait, ben, OK, parfait, comment est-ce que je vais travailler maintenant? Comment est-ce, et c'est là justement qu'on a commencé à entendre parler du télétravail et comment est-ce qu'on va s'organiser. Là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'on commence à rentrer dans la phase de maîtrise parce qu'il y a des décisions qui commencent à se prendre. Il y a des décisions par rapport à des projets, par rapport à des initiatives qui se disent, ben, OK, tel projet, je vais l'arrêter. Par contre, je vais commencer telle initiative parce que je sens que ma chaîne d'approvisionnement va changer ou ainsi de suite. Donc, on sent qu'on est en train de rentrer dans la phase de maîtrise et c'est normal parce qu'il y a des éléments qui sont en train de se stabiliser, puis on verra tantôt quels sont les critères justement d'entrée dans la phase de maîtrise. Maintenant, si on prend un step back puis qu'on vient dans la phase de réaction, il y a essentiellement 6 étapes qu'il faut prendre. La première étape, c'est d'identifier les membres d'une cellule de crise, les objectifs de la cellule de crise, des principes directeurs et le mode de prise de décision. Un des éléments qui est important dans ce que je viens de dire, ce sont les principes directeurs. C'est important de se doter de guides pour prendre les décisions. On ne veut pas être constamment obligé de se dire pourquoi est-ce qu'on prend telle décision. Il faut qu'on ait un objectif clair, il faut qu'on dise, ben, OK, ça peut être par rapport à des inventaires en disant, mais moi, ce que je veux, c'est protéger mes inventaires. Ben, c'est parfait. Ça, c'est un principe directeur qui va guider les décisions et les actions qu'on va prendre. En deuxième temps, on va vouloir identifier les processus puis les activités clés. Encore une fois, dans l'organisation, il y a des choses qui sont critiques,
et qui doivent pas et qui ne peuvent pas s'arrêter, on va vouloir rapidement les isoler puis porter notre attention. Viendra ensuite l'importance d'identifier les clients, les fournisseurs et les employés clés. C'est un peu un tabou dans nos organisations. On veut que tout le monde soit traité sur le pied d'égalité. C'est important, mais il reste que dans une chaîne de production, dans une chaîne de valeur, il y a des éléments qui sont plus critiques que d'autres. Il faut être capable de les identifier pour, encore une fois, y porter une attention particulière. On va ensuite de ça vouloir identifier des indicateurs de performance puis les niveaux critiques à respecter pour ensuite identifier des moyens d'obtenir un financement d'urgence. Encore là, on parle souvent d'un tabou, mais il y a de la pression financière. Une crise apporte de la pression financière. Un des premiers réflexes qu'on devrait avoir, c'est d'appeler nos banquiers pour comprendre comment ils ou elles se situent et comment ils peuvent nous aider si besoin il y a. C'est quoi leur marge de manœuvre? C'est un élément qui est important. On veut avoir un canal de communication rapide avec les institutions financières. Et finalement, élément vraiment important, on va vouloir développer un plan de communication pour s'assurer que l'ensemble de nos parties prenantes sont informées. Souvent, notre premier réflexe va être au niveau de nos employés, évidemment, va être au niveau de nos clients, mais il faut aussi penser au niveau de nos fournisseurs. Donc, comment est-ce qu'on garde chaque personne informée de ce qui se passe et des actions qu'on est en train de prendre? Quand on arrive justement puis qu'on veut évaluer des impacts, définir un plan de communication, des fois, on ne sait pas trop par où commencer. On a voulu lister là juste certaines pistes de réflexion, ce qu'on peut appeler des thought starters pour démarrer des conversations. On peut regarder la structure organisationnelle, on peut regarder notre culture, les comportements à l'intérieur, comment est-ce que ça peut faciliter ou poser un frein ou un obstacle à la gestion de la crise. Évidemment, environnement physique, outils de travail, on en a beaucoup parlé, processus, les connaissances, les conditions de travail, bref, des éléments là pour démarrer des rencontres, puis nous emmener à poser des réflexions sur les impacts et les zones d'impact dans l'organisation. Ensuite de ça, un élément qu'on va vouloir faire, c'est se développer des outils simples, mais qui, encore une fois, vont structurer notre pensée. Nous, ce qu'on a fait à l'interne, en fait, c'est de regarder, de se baser sur la chaîne de valeur pour être en mesure de bien identifier les grands processus de l'entreprise ou de toute entreprise. Donc, on va vouloir regarder, c'est quoi les différents canaux de distribution. On va vouloir regarder les processus au niveau de l'interface client, les ventes, le marketing, le service à la clientèle et évidemment, tous les processus d'opération. Encore une fois qu'on va regarder ces processus-là, on va vouloir les analyser en fonction de leur criticalité. Simple, high, medium, low, en termes de criticalité. Puis ensuite de ça, pour chacun des processus, on les regarde sous la loupe humaine, donc les gens. Est-ce qu'on a les bonnes équipes? Est-ce que les équipes sont à risque? Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences, les bonnes connaissances? Ensuite de ça, les processus. Est-ce que le processus est à risque? Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait, prenons par exemple, encore une fois, la chaîne d'approvisionnement, une fois que la Chine avait des problèmes, si on n'a pas notre matière première, là, évidemment, on peut avoir un processus qui va être à rouge. Puis au niveau des outils technologiques, est-ce qu'on a les bons outils en place pour nous permettre de passer à travers la crise ou est-ce qu'ils sont à risque parce qu'ils sont dépendants de notre écosystème? Et en fonction de l'assessment qu'on va faire, on va se définir un plan d'action sur ce qu'on devrait faire. Donc, ce checklist-là, ce petit outil-là nous permet de regarder tout le volet entreprise. Mais il ne faut pas se limiter à regarder l'entreprise dans sa globalité. Ce qu'on va vouloir, c'est aussi faire un suivi au niveau des employés. Essayer de se rapprocher le plus possible des individus. C'est sûr que dans les grandes entreprises, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas nécessairement, la cellule de crise ou le comité de direction ne peut pas parler à chacun des individus. Mais si on se divise, si on utilise bien notre propre structure organisationnelle, on devrait être capable d'aller identifier
les employés qui sont à risque dans l'entreprise, soit de par leur situation familiale, de par certaines situations particulières, d'être capable de les ramener et de gérer ces différents cas-là. Ensuite de ça, bien, on va vouloir évaluer les projets en cours, se définir le plan de communication et définir des hypothèses. Les hypothèses, c'est encore une fois, quand on revient au principe directeur, c'est un élément qui est hyper important parce qu'il va aussi servir dans la phase de maîtrise. Une des hypothèses faciles auxquelles on pouvait penser il y a une semaine, c'est de se dire, bien, parfait, la période d'isolement va durer 2 semaines. Bien, en fonction de cette hypothèse-là, il y a une foule de décisions qu'on est capable de prendre. Maintenant, si on réévalue aujourd'hui cette hypothèse-là, bien, on va probablement l'infirmer parce qu'on commence bien à voir que la période d'isolement durera plus longtemps, mais au moins, on avait une hypothèse sur laquelle on a basé nos décisions dans les derniers jours. Donc, la phase de réaction, en bref, ce qu'on va vouloir, c'est développer des outils de suivi simples orientés vers les zones d'impact. Vous l'avez vu, un Excel avec différents onglets va très bien faire le travail. Et ce qui est important, c'est de ne pas multiplier la quantité d'outils. Ce qu'on veut, c'est être capable de rapidement se ramener à une seule version de la réalité. Je m'excuse d'utiliser un anglicisme, et que chaque personne qui est dans la cellule de crise, dans le comité exécutif, sache où aller pour regarder l'information puis prendre action. Ensuite de ça, on va vouloir identifier les technologies qui peuvent nous aider à mettre en place les mesures d'atténuation et, le dernier mais non le moindre, définir un plan de communication pour mobiliser les gens, les garder informés, les garder en confiance. Vient ensuite la phase de maîtrise. Donc, la phase de maîtrise, comme je le disais plus tôt, pour moi, elle est d'une importance capitale. Elle est d'une importance capitale parce que, au départ, c'est même la reconnaissance du fait qu'on va vivre dans un entre-deux pendant lequel on va devoir ajuster et transformer notre organisation très, très rapidement pour être capable de vivre avec un flou qu'on ne contrôle pas totalement. Maintenant, pour se dire que je suis en train de rentrer dans la phase de maîtrise, il y a certains critères qui doivent être respectés. Il y en a 4. Premièrement, il faut qu'on ait une méthode de travail qui est stabilisée. Donc, les actions qu'on va avoir prises pendant la phase de réaction nous permettent de se sortir un petit peu la tête de l'eau, puis d'avoir du temps pour réfléchir. Ensuite de ça, comprendre l'intention des clients et des fournisseurs. On parlait plutôt des employés, des clients, excusez, puis des fournisseurs clés. Bien, on veut savoir comment ils se situent. Quelles vont être leurs grandes décisions, donc comment est-ce qu'on va être impacté. Ensuite de ça, une vue sur la durée et l'ampleur de la crise au niveau de la chaîne de valeur de notre industrie, donc comment est-ce que ça va être dérangeant ou impacté. Et finalement, de comprendre quelles sont les mesures gouvernementales qu'on va pouvoir utiliser pour assurer la continuité de nos opérations. Je reviens rapidement sur le point 3 parce qu'il est paradoxal, surtout dans le cas qui nous occupe. Dans le cas qui nous occupe, on n'a pas de vue sur la durée de la phase de maîtrise. Et c'est justement ce manque de vue-là qui accentue l'importance de passer en phase de maîtrise parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et on doit donc prendre des décisions plus rapidement pour être sûr d'être en mesure, en fait, de supporter cette phase-là. C'est donc paradoxal, mais c'est un état de fait dans la situation actuelle. Je pense que tout le monde qui est autour de la ligne aimerait bien qu'on se fasse dire ça va durer 2 mois, ça va durer 3 mois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien malin est celui de dire bien, quand est-ce que les directives vont être levées et vont nous permettre de revenir à la normale. Donc, quand on va tomber dans une phase de maîtrise, la première chose, c'est qu'on va vouloir identifier l'objectif et la prévisibilité. L'objectif, ça peut sembler, encore là, un peu bizarre de parler de l'objectif de la maîtrise. On pourrait dire, bien, tout ce qu'on veut, c'est passer au travers, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En fonction de notre industrie, de ce qu'on fait, on le voit, il y a certaines industries, il y a certaines entreprises qui ont une croissance à travers la phase de maîtrise. On a entendu parler cette semaine de la compagnie Good Food, les services de livraison de nourriture à domicile, les entreprises qui font de la télémédecine. Donc, ces entreprises-là connaissent une croissance et ne sont pas impactées par la crise de la même manière que d'autres. Puis il y en a une foule d'autres, finalement, qui a des opportunités à travers cette phase-là. L'autre élément, c'est la période de prévisibilité.
c'est hyper important de se poser la question, jusqu'à quand est-ce que je suis capable de prendre des décisions pour lesquelles je contrôle certains paramètres? Permettez-moi, je vous donne un exemple. Admettons une entreprise qui construit des bateaux cargo. Bien, il y a fort à parier que cette entreprise-là va avoir un carnet de commandes qui est rempli, va avoir une chaîne d'approvisionnement qui est somme toute quand même assez stable et pour laquelle elle a quand même un peu de marge de manœuvre. Donc, cette entreprise-là a probablement une fenêtre de prévisibilité plus grande qu'à l'opposé, un restaurant qui, lui, sa fenêtre de prévisibilité, c'est 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et donc, c'est important d'être capable de se dire, moi, chez moi, je pense que je suis capable de prendre une prévision, de prendre action sur 3 semaines, 4 semaines. Dans notre cas, chez nous, chez Talsom, quand on regarde, on se dit 3 à 4 semaines, c'est une fenêtre de prévisibilité, bien que dans le contexte actuel, avec toutes les nouvelles qui sortent, on est peut-être plus autour de 2 à 3 semaines. Mais ce 2 à 3 semaines-là de prévisibilité nous permet de continuer notre chemin et de prendre action. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est ensuite se planifier, ensuite identifier des mesures de performance. On a déjà commencé à y réfléchir dans la phase de réaction, mais c'est bien d'y repenser, de les re-regarder quand on regarde un horizon un petit peu plus long, qui va nous permettre d'aligner notre équipe de direction. Et ça, c'est une différence entre la phase de réaction puis la phase de maîtrise. Au niveau de la phase de réaction, on va avoir tendance à travailler en cellule de crise, donc très, très restreint. Ce n'est pas nécessairement tout le comité de direction, alors que quand on est en phase de maîtrise, là, on veut s'assurer d'avoir une vue 360 de notre organisation. Donc, c'est important d'impliquer l'ensemble du comité de direction qui va nous permettre de définir nos priorités et nos chantiers et ensuite de ça, d'exécuter en fonction de ces chantiers-là dans un mode qui va être agile. On va vouloir se parler à chaque jour, de faire des petits scrums. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qu'on doit réaligner? Est-ce qu'il y a des éléments bloquants? Comment on fait pour s'aider puis intégrer la nouvelle information? Mais la différence entre la phase de réaction et la phase de maîtrise, c'est qu'on n'est pas juste en phase de réagir, puis garder les lumières ouvertes. On sait quand même un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, dans cette phase-là, je ne vais pas passer en détail cette page-là, mais ce que je voulais soulever, c'était un petit peu une approche pour être capable de structurer votre pensée lorsque vous voulez justement aller identifier vos mesures de performance. Donc, la phase de maîtrise devrait essentiellement commencer par un atelier de travail à travers lequel on veut être capable de sortir nos objectifs puis nos chantiers, peut-être en 1 journée, 1 journée et demie. Il faut que ça soit rapide, parce qu'après ça, évidemment, on veut tomber en mode exécution. Puis là, je ne sais pas, peut-être que vous entendez mon bébé en arrière, c'est les aléas d'un webinaire en isolement, évidemment, je suis chez moi. En tout cas, si vous l'entendez, c'est évidemment très drôle. Donc, on veut commencer par faire cet atelier de travail-là pour aller aligner tout le monde, pour ensuite de ça tomber en mode exécution. Maintenant, au niveau des objectifs, je pense que ce qui est important dans la phase, dans le contexte actuel, c'est de reconnaître une chose. En temps de crise, là, le corps humain, ce qu'il va chercher à faire, c'est de protéger ses organes vitaux. Bien, en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise, on doit avoir à peu près le même réflexe. Surtout, encore une fois, puis je pense que je ne le répéterai jamais assez, qu'on ne sait pas le temps que la crise ou la phase de maîtrise va durer. Donc, pour la grande majorité des entreprises, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable de protéger nos flux monétaires, de contrôler nos dépenses. Hier, le ministre Fitzgibbon parlait d'un état d'hibernation. Avant ça, je parlais d'un état de dormance, mais effectivement, un des objectifs qu'on devrait vouloir poursuivre et les décisions qu'on devrait vouloir prendre le plus rapidement possible, c'est comment on fait pour ralentir nos activités, pour être capable de protéger nos acquis, protéger ce qu'on a, pour ensuite de ça être capable de profiter des opportunités de la reprise. Et c'est pour ça qu'en début, je parlais de l'importance de cette phase-là par rapport à la reprise, parce que c'est les décisions qu'on prend maintenant, au cours des prochains jours, qui vont nous permettre de réellement capitaliser sur les opportunités qu'il va y avoir, car opportunités, il y aura, une fois que la reprise commencera.
Mais tant qu'on n'a pas, encore une fois, qu'on ne voit pas nécessairement la lumière au bout du tunnel, c'est important de prendre des bonnes décisions et de prendre des décisions rapides. C'est dans ce sens-là que la décision que le Cirque du Soleil a prise hier était fort probablement la bonne. Difficile, soit, mais la bonne pour, encore une fois, garder ce qui vont être ses outils pour la reprise. Donc, une fois qu'on va avoir identifié nos objectifs, ça va nous aider à définir nos priorités, on va gérer nos priorités, puis ensuite de ça, on va s'ajuster et on va vouloir faire ça à travers ces cycles, ces différents cycles-là, jusqu'à ce que là, on commence à se dire, OK, je peux peut-être retomber dans un mode plus normal, mais peut-être qu'on va vouloir continuer à gérer de cette manière-là aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, élément super important, et d'ailleurs, ce matin, on a fait le même webinaire et il y a eu beaucoup de questions par rapport au côté humain. Je pense qu'on a tous énormément de questionnements à ce sujet-là. On veut s'assurer de bien faire les choses. Donc, comment on fait pour soutenir nos employés à travers tout ça? Bien, évidemment, un des premiers éléments, c'est d'avoir la souplesse de revoir nos politiques d'entreprise. Un des exemples, évidemment, je ne sais pas si vous l'avez sûrement vécu, c'est justement les gens qui travaillent de la maison et qui ont des enfants en bas âge. Bien, on a tous rapidement fait le constat que c'était très difficile, voire impossible, d'avoir des journées de 8 heures continues. On est interrompu. Il faut travailler dans ce contexte-là. Donc, ça nous amène à revoir un petit peu les politiques et nos manières dont on travaille. S'assurer que les équipes puissent travailler dans les bonnes conditions. Donc, à la base, est-ce qu'ils ont les bons outils, mais aussi, est-ce qu'on communique est-ce qu'on recommunique bien le réseau? Si j'ai des questions, à qui est-ce que je peux m'adresser? Il ne faut pas sous-estimer l'informel qui arrive dans une organisation. Si j'ai une question, quand j'utilise une application ou une autre application, bien, quand je suis au bureau, j'ai mon voisin qui peut m'aider et qui peut m'expliquer dans quel menu où aller. Bien, quand je suis chez moi, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Et je ne sais pas comment vous avez vécu la transition, mais nous, ce qu'on a remarqué à l'intérieur de l'organisation, c'est que, en fait, nos agendas sont complètement remplis. Donc, on saute de meeting en meeting et ça laisse très peu de place, justement, pour faire un appel puis poser une petite question. Donc, il faut penser à ça, peut-être de répéter. Il y a peut-être des petites capsules de formation à faire, pas juste au niveau du télétravail, oui, c'est important, mais sur d'autres applications ou d'autres processus qu'on a dans l'entreprise. Donc, ne rien prendre pour acquis. Ensuite de ça, gardez vos équipes motivées et confiantes. On commence à voir, c'est le fun, justement, des éléments qui sortent sur les réseaux sociaux, sur des petits trucs qu'on peut faire. Chez nous, ce qu'on a fait, c'est, encore une fois, pas sous-estimer l'informel, puis évidemment, les discussions autour de la machine à café. Donc, sur nos plateformes technologiques, on a créé un café, en fait, dont l'objectif est pour les gens, oui, de poster les vidéos drôles, les photos de chats, de chiens, et puis juste de se faire des blagues, finalement. Ensuite de ça, hier, on a fait un premier entraînement virtuel. Hein. Il y a plusieurs gyms aussi qui commencent à offrir des entraînements sur Facebook. Ben, on s'est tous mis sur Teams, on a parti nos caméras, puis il y a une personne qui a mis l'entraînement de son gym, puis on l'a tout fait pendant l'heure du dîner. Ça crée une proximité, on vient de créer une expérience. On voit aussi, il y a des compagnies qui commencent à organiser des 5 à 7 virtuels. Donc, toutes des petites choses là pour aller agrémenter un petit peu la vie au jour le jour. Et finalement, bien, maintenir la relation avec vos équipes. Je pense que c'est hyper important dans le contexte actuel de communiquer avec transparence, de communiquer fréquemment ce qui est vécu. On sous-estime souvent la capacité, on a peur des fois de donner trop d'informations, on a peur de comment est-ce que les gens vont la recevoir, mais ce qu'on réalise quand on communique d'une manière transparente, c'est que les questions qui vont nous être posées sont beaucoup moins dommageables que le pas savoir. Ça crée beaucoup moins d'anxiété avoir de l'information que de ne pas avoir de l'information pour un membre d'une équipe, puis d'être tenu dans la brume. Donc, toutes des petites choses, là. Puis encore une fois, parce que les contacts informels ne sont plus là, donc il faut communiquer plus
que moins dans une situation comme celle-là et capitaliser sur justement les outils technologiques qu'on a. On a tous des caméras ou à peu près sur nos laptops. Au lieu de faire un appel, faites l'appel sur Teams ou sur Zoom ou sur la plateforme que vous utilisez, puis partez la caméra. Bien là, on vient d'aller créer un contact. C'est rassurant de voir les gens. Vient ensuite de ça, donc, la phase de reprise. La phase de reprise, comme je l'ai dit, je ne passerai pas énormément de temps, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les critères d'entrée pour la phase de reprise sont essentiellement les mêmes que pour la phase de maîtrise, mais avec de l'information qui est un peu plus solide, sur laquelle on peut se baser. Puis évidemment, il y a des signaux qui nous viennent du marché qui font dire que la reprise est prise et est là pour rester. Ce qui est important de garder en tête par rapport à la reprise, c'est qu'il y a fort à parier qu'on va devoir réévaluer notre modèle d'entreprise une fois que la reprise commencera. La crise est à ce point importante que ça va transformer la manière dont on travaille, ça va transformer l'intégration des chaînes d'approvisionnement. Il y a une gestion des risques que les entreprises vont vouloir mettre en place. Et donc, il va falloir regarder comment est-ce que notre industrie a été transformée, puis comment est-ce que nos méthodes de travail aussi sont transformées. Le télétravail, justement, va probablement avoir un changement plus en profondeur que ce qu'on peut penser. Donc, il va falloir faire attention à ne pas retomber dans un mode opération tout de suite, et peut-être se donner le temps, se donner quelques jours pour prendre du temps, analyser notre modèle d'affaires, analyser qu'est-ce qui a changé et ensuite de ça, prendre action pour s'assurer de justement voir les angles morts et d'être capable de capitaliser sur des opportunités qu'on pourrait ne pas avoir vues ou sinon, à l'opposé, sur des nouveaux risques aussi qui peuvent être présents. Donc, vient ensuite un élément dont je voulais parler qui est pour moi hyper important et probablement un des plus gros freins à la reprise, et c'est l'équilibre psychologique des membres de nos équipes. La situation qu'on vit à l'heure actuelle est inédite. C'est un peu la première fois qu'on va travailler. C'est pas la première fois qu'on fait du télétravail, mais c'est la première fois qu'on va faire du télétravail sur une aussi longue période en étant isolé de nos voisins, bien souvent de notre famille. Malheureusement, cette situation-là va fort probablement créer de l'anxiété, va peut-être mener à certaines dépressions, et il va falloir collectivement qu'on porte une attention particulière à cette réalité-là. Il va aussi évidemment y avoir toute l'anxiété, tout le stress qui est causé par la situation environnante. On parle de maladie, on parle de santé. C'est très stressant, on le vit tous à un niveau différent, mais on le ressent. Quel sera l'impact sur nous à long terme? Encore une fois, personne n'est capable de le dire. Il y a des experts qui sont capables de le prédire, mais en fait, l'important, c'est probablement justement de comprendre et d'accepter et de ne pas dire « ça n'arrivera pas ». En fait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On en parle là un petit peu. Ce qui peut ressortir, symptômes de stress post-traumatique, des dépressions, de l'irritabilité, de la confusion, de l'abus de médicaments, de l'insomnie. Ne faisons pas peut-être ce qu'on a été un peu lent. Je pense que chez nous, au Québec, puis on a des gouvernements qui ont réagi rapidement au Québec et au Canada, mais ne pensons pas que ça n'arrivera pas. Soyons à l'affût. Fort probablement qu'il y a des gens dans notre entourage, que ce soit dans notre entreprise, des amis ou notre famille, qui vont vivre ces problèmes-là. Soyons là les uns pour les autres, parce que ça va nous affecter. Et évidemment, le dernier volet aussi, c'est auquel il faut qu'on porte une attention, c'est le changement ou les cicatrices que créeront certaines des décisions que les entreprises devront prendre. On commence à entendre parler, on l'a vu, j'en parlais plus tôt, au niveau des mises à pied du Cirque du Soleil. Il y a Air Canada qui a pris la même démarche. Il y a une foule d'entreprises qui vont prendre les mêmes décisions. Bien que ça soit normal, c'est en fait des outils qui sont mis à notre disposition par le gouvernement. Il reste que ça va
créer des cicatrices. Ces cicatrices-là, il faudra les gérer. Et ça aura fort probablement un impact sur l'engagement, sur la mobilisation, sur la confiance qu'on va avoir les uns envers les autres. Et donc, tous ces éléments-là, finalement, sociaux, dans les entreprises aussi, vont être, je pense, un angle mort et un élément auquel on va devoir porter une attention particulière au moment de la reprise. Et il n'y a pas de solution unique. On ne sera pas capable, chacune de nos entreprises, de régler ce problème-là. Ça va vraiment être une réalité collective à laquelle on va devoir s'attaquer. Je pense d'ailleurs, il y a quelques associations, je regardais les inscrits là, qui sont sur la ligne. Je pense que ça va être un très, très gros défi que vous allez devoir peut-être porter au départ. Donc, tout ce volet-là d'équilibre psychologique, comment on va faire pour accompagner puis équiper nos gens. Donc, en conclusion, avant de passer aux questions, s'il y en a, écoutez, la crise du COVID-19 est d'une ampleur sans précédent au Québec. L'impact humain et économique est difficile à estimer à jour, mais il va être immense, il va être très grand. C'est essentiel de s'entraider en tant qu'individu puis en tant qu'entreprise. Encore une fois, c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu développer ce webinaire-là pour partager notre connaissance en espérant que, justement, ça vous sera utile. Au Québec, on entre dans une phase de maîtrise. Je pense que c'est important de le reconnaître et d'accepter le fait que pendant une certaine période de temps, on va naviguer un petit peu dans la brume, mais on commence à être capable de se structurer et c'est important de prendre des bonnes décisions rapidement pour être capable de capitaliser sur la reprise. Et finalement, bien, encore comme je le mentionnais, on espère que les pistes de réflexion aujourd'hui vont vous permettre de mieux gérer la crise, de partager, de communiquer les uns avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on va se sortir de cette crise-là. Alors, ça fait un peu le tour pour moi. Je vais aller vers les questions s'il y en a. Je vais essayer de ne pas faire comme ce matin. J'ai coupé court un peu ce matin parce que je ne regardais pas la bonne heure. Donc, on demande si c'est possible d'obtenir la présentation par courriel à la fin. Absolument. Bon point là. Nous allons vous envoyer la présentation et aussi on va colliger toutes les questions qu'on a et envoyer les réponses. Je recevrai aussi un sondage là pour savoir comment je peux m'améliorer. Donc, bonjour, merci pour cette conférence. Avez-vous à tout hasard un répertoire guide des mesures gouvernementales qui visent les entreprises? Bonne question. On n'a pas, nous, un guide comme celui-là. Par contre, suite à la rencontre de ce matin, il y a une association qui nous a envoyé un lien vers eux répertorient les mesures gouvernementales. Donc, on va effectivement l'insérer dans les réponses aux questions. Donc, vous y aurez accès. Le 61 code, projet de projeter, avez-vous des données sur les secteurs d'activité les plus impactés? À l'heure actuelle, non. Je pense que c'est une bonne question. La statistique venait de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va prendre en délibéré, on va essayer de voir si on est capable d'aller chercher certaines stats, mais à brûle pour point comme ça, je ne pourrais pas y répondre. Est-ce possible de revoir cette présentation? Donc oui, on va la passer. Protéger les acquis de l'entreprise, les flux monétaires, les contrôles de dépenses. Bien sûr, je passe à travers les différentes questions. Qui dans la protection? Qui dans la protection du patrimoine de l'entreprise, crise signifie vulnérabilité cyber liée au fonctionnement et mode dégradé. Je ne comprends pas tout à fait de la question. Là, quelqu'un qui dit, c'est pas une question, je voulais dire good job à tous ceux qui ont participé à organiser ce webinaire. Effectivement, merci beaucoup à l'équipe qui m'a beaucoup aidé cette semaine. On a travaillé fort pour réussir à tout monter. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ça semble faire le tour des questions qu'il y a. Donc, ben, sur ce, je vous souhaite je fais un dernier tour de roue.
Ah oui, OK, ils sont apparus. Nous parlons de courbe en U. Suivant la courbe de la grippe, devons-nous attendre à vivre un double U pour 2020? Je ne suis pas, je suis pas épidémiologiste, je ne suis pas un expert en santé, mais je pense que c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas de virus ou excusez, de vaccin ou de médicaments, je pense qu'on va devoir être un peu sur nos gardes. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on parle d'un nouveau monde dans lequel on va se réveiller probablement en sortant de l'été. Et pour ça qu'on positionnait peut-être d'autres petites crises qui s'en viennent. Puis il va falloir apprendre à composer avec ça. Merci. Ma question est la suivante. Quels sont les critères pour passer à la phase de maîtrise? Bon, comme je disais, pour passer à la phase de maîtrise, ça prend une stabilité dans les méthodes de travail, ça prend une connaissance du positionnement de nos clients et de nos fournisseurs. Il faut être capable de commencer à avoir une vue sur la durée puis l'ampleur de la crise. Est-ce que c'était juste momentané ou ça va s'étendre? Et finalement, comprendre quelles sont les mesures gouvernementales qui vont être mises en place pour venir en aide aux entreprises. Les petites compagnies comme des restaurants sont influencées beaucoup parmi cette crise. Comment les aider à survivre? Effectivement, les restaurants sont impactés rapidement. Je pense que ce qui est important, il y a des belles mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. On aura, je pense, par rapport à ces entreprises-là, je pense, puis je ne dis pas ça, j'ai aucun parti pris politique, là, mais je pense que les messages qui ont été envoyés par M. Legault sont les bons. Il faudra acheter local. Quand ça repartira. Mais entre-temps, il y a des belles mesures qui ont été prises. Je pense, là, le réflexe d'appeler un Investissement Québec, d'appeler la BDC, d'appeler les banques, ce sont des belles institutions. Le MEI, Ministère de l'Exportation, de l'Innovation, ils travaillent de manière, ces institutions-là, pour avoir travaillé avec eux dans le passé, travaillent de manière concertée, sont là pour conseiller les gens, sont là pour aider les gens. La BDC en particulier a des gens qui vont vraiment pouvoir vous accompagner, vous donner des trucs pour passer à travers la période sèche. Là, je veux dire, pour les restaurateurs, c'est une période sèche, les gens ne sortent pas de chez eux. Donc, aller chercher ces ressources-là, parler à ces institutions bancaires-là, elles sont là pour aider. Connaissez-vous des outils gratuits pour tenir des 5 à 7 virtuels, des événements virtuels, exemple 5 à 7? Ben, il y en a beaucoup. Là, je vois Étienne qui a répondu. Teams, Zoom, Cisco WebEx, tous des outils finalement qu'on peut utiliser. Quand on veut utiliser, il y en a d'autres pour faire des workshops qu'on est en train que nous on utilise qui s'appelle Miro. Donc là, on est plus en mode travail collaboratif, en mode travail, mais essentiellement, là, un outil qui peut nous permettre d'avoir du vidéo, de voir différents visages en même temps. Ben voilà, on vient de se créer quelque chose de virtuel. Quand on parle de reprise, on veut dire Quand on parle de reprise, on veut donc dire retour à certaines activités, pas nécessairement reprise de l'activité telle qu'elle était avant. Est-ce bien cela? Effectivement, surtout dans le cas qui nous occupe, le fait qu'on soit face à une crise sanitaire, on peut réellement penser qu'il va y avoir des changements peut-être au niveau des frontières, des voyages, des contacts sociaux, tout dépendamment de la vitesse à laquelle on va pouvoir avoir un vaccin ou des médicaments. Donc, effectivement, c'est retour à une stabilité de certaines activités, mais je ne pense pas qu'on va être dans le même monde au mois d'octobre qu'on l'était avant. Merci pour la conférence. Question en anglais. In your opinion, how can we help each other as business owners to navigate this change in circumstances? Donc, la question est comment
on peut, entre dirigeants, dirigeantes d'entreprise, s'aider à naviguer à travers la crise. Je pense que il va falloir effectivement qu'on s'entraide et falloir qu'on ait de l'ouverture des fois en tant que dans le monde des affaires, il y a évidemment de la compétition les uns avec les autres. Fort probablement qu'en tant qu'il va falloir transformer peut-être un peu cette compétition-là en coopération. Comment est-ce qu'on va pouvoir se créer peut-être des petites grappes, peut-être que des compétiteurs d'hier doivent, puis là on ne parle pas de fusion-acquisition, là, mais des compétiteurs d'hier peut-être doivent se parler entre eux et dire « Hey, moi je suis peut-être capable de t'aider dans tel domaine, toi tu es peut-être capable de m'aider dans tel autre domaine. Comment on peut faire pour s'entraider? » Ça va peut-être être de dire, bien, justement, j'ai tel client qui a besoin, qui cherche tel type de service, comment est-ce qu'on peut les aider? Donc, je pense que c'est vraiment, il va falloir qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on ait qu'on passe vraiment d'un phénomène de compétition à de la coopération. Ça peut être géographique, ça peut être par industrie. Puis on le voit, là, ça commence. J'ai vu des groupes de travailleurs autonomes sur LinkedIn qui se sont fait des ateliers de réflexion, encore une fois, pour s'aider. On a de l'information par rapport à nos clients, par rapport à des besoins chez nos clients. Bien, il va falloir la partager, pas nécessairement la garder pour nous-mêmes. Je pense que ça, c'est vraiment un élément clé de l'entraide qu'on peut s'apporter les uns les autres. Avez-vous des conseils pour les travailleurs autonomes ou les entreprises individuelles? Bien, effectivement, je pense que le meilleur conseil que je peux avoir, c'est celui que je viens de donner. Je pense qu'il y a des... comment est-ce que les travailleurs autonomes peuvent se regrouper un peu les uns les autres, communiquer ensemble pour faire du maillage finalement. Il y a des besoins, c'est sûr, on ne se mentira pas, là. Les industries, les compagnies sont en train de ralentir leurs activités. On peut penser que même dans la phase de maîtrise, il va y avoir un ralentissement plus prononcé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Puis à un moment donné, bien, il y a certains projets, il y a certains impératifs qui vont commencer à être soulevés et les entreprises vont devoir prendre action. Donc, il y aura des besoins latents dans chaque entreprise. Il s'agit de les faire savoir, puis de se passer à POC, comme on dit. Là. Tu sais, je pense que c'est ça au final. Là. Comment est-ce que tu peux me passer à POC? Comment est-ce que tu peux me faire une passe? Puis regarde, je te revaudrai ça dans le futur. C'est dans cet esprit-là vraiment dans lequel on doit tomber. Et ça, excusez, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on soit une entreprise. Il y a aussi des mesures intéressantes qui ont été mises en place par les gouvernements pour aider les travailleurs autonomes. Donc ça je vous invite à le regarder. Exercice de gestion des risques. Il nous reste du temps là, pour des questions, donc un 5 minutes. Exercice de gestion des risques pertinents dans le cadre de la phase de maîtrise, des orientations pour les métriques utilisées. Excusez, j'ai un chat dans la gorge, je vais prendre une gorgée d'eau. Faire un exercice de risque, on va souvent vouloir regarder la probabilité d'occurrence et on veut croiser deux choses quand on fait un exercice de risque, la probabilité d'occurrence et l'impact si ça arrive. Et c'est la combinaison des deux qui va un peu nous donner l'importance à accorder à un risque. Donc, je vais essayer de donner un exemple. Là. Donc, si on parle de probabilité d'occurrence, là, la probabilité pour une entreprise qui est une coupure, si on veut, ou prenons, mettons qu'on dit, ben, OK, c'est quoi la probabilité qu'il y ait une coupure d'Internet
dans un secteur donné, une panne d'électricité. Dans un mode en télétravail, ben, ça serait comme hyper important. Donc, la probabilité d'occurrence, elle n'est pas très, très grande, mais l'impact pourrait être très grand. Et la combinaison, étant donné que la probabilité d'occurrence est faible, mais que l'impact est grand, ben, on ne va peut-être pas nécessairement y accorder une très grande importance. Maintenant, si on prend ce volet-là, cet exemple-là d'Internet, ben, une des mesures d'atténuation de ce risque-là, ben, peut-être qu'on va dire, ben, OK, on va demander à nos membres d'équipe d'utiliser leur data sur leur cellulaire, ce qui, oui, va avoir un impact financier, mais c'est un peu comme ça qu'on veut le regarder. Mais donc, vraiment, quand on veut regarder, puis je m'assurerai là, de vous donner, on a des matrices d'analyse de risque, donc on va en envoyer, mais c'est vraiment la combinaison, probabilité d'occurrence et impact. Puis ce qui est important par rapport à un risque aussi, c'est de différencier par rapport à une situation qui est déjà arrivée. Donc, si on prend le télétravail, ben c'est plus un risque, le télétravail, c'est une situation dans laquelle on vit. Un risque qu'on peut regarder, c'est, OK, s'ils mettent les villes en quarantaine stricte, ben là, on a un vrai risque. C'est quoi la probabilité d'occurrence? Elle est de plus en plus élevée. C'est quoi l'impact? Il est de plus en plus grand. Et donc, ça, c'est un risque qu'on veut regarder. Donc, comment on fait pour se préparer à ce risque-là? Et c'est une question qui est vraiment super intéressante parce que ça ramène justement à la phase de maîtrise. Parce que dans la phase de maîtrise, c'est ce qu'on veut être en mesure de voir. C'est ce qu'on veut être en mesure d'évaluer. C'est quoi les risques. Parce que c'est aussi quand on se met dans une dynamique de penser au risque qu'on est réellement capable de se projeter dans le futur et de dire, OK, mais qu'est-ce qui peut arriver? Et là, on peut commencer à avoir une gestion proactive. Donc, merci beaucoup pour la question. J'espère que j'y ai répondu. Donc, je continue. Quelle heure est-il? Il nous reste 4 minutes. Il y a beaucoup de messages là, qui remercient. Genre, je ne les lis pas, là, mais je vous remercie moi-même, en fait, pour ces bons commentaires. Quelle lecture, point intéressant, quelle lecture recommandez-vous pour aborder cette gestion du changement? Il y a plusieurs livres qui existent. Dans un premier temps, je pense qu'il y a des rapports qui ont été pondus qui sont très, très intéressants. Notamment la firme McKinsey, puis on le mettra encore une fois, là, a développé un rapport sur la crise du coronavirus qui met à jour régulièrement, qui regorge d'informations. C'est vraiment très intéressant de suivre qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils expliquent justement les différents modèles et ce à quoi on peut s'attendre. Et j'aurais tendance à vous envoyer vers des livres qui parlent de l'agilité en entreprise. L'agilité en entreprise vont aller un petit peu plus en profondeur sur comment est-ce qu'on organise ce qu'on appelle le sprint, donc la période de prévisibilité à laquelle je faisais référence, et comment on travaille en Scrum, comment on se rencontre de manière régulière pour s'aider. Puis évidemment, il y a des ouvrages au niveau de la co-création pour comment est-ce qu'on va aller définir, puis comment est-ce qu'on fait ressortir finalement, parce qu'il y a de ça aussi, là. L'idée, à travers les phases, c'est de vouloir aller, il ne faut pas essayer de travailler en vase clos. Puis ça revient aussi un peu à la transparence. Il faut ouvrir un peu le cercle de communication pour aller capitaliser sur l'intelligence collective qu'on a dans nos organisations. Des ouvrages sur les modes de gestion agile, le rapport de McKinsey qui est mis à jour, super intéressant. C'est des bonnes bases. Dernière question peut-être, avez-vous des conseils pour garder la motivation lors de cette période? Les petites tâches me semblent tellement plus ardues que d'habitude. Oui, effectivement. Moi, des petits trucs là, que j'ai commencé depuis le début de la semaine. En fait, au début de la semaine, là, ce que je faisais, je me levais, j'allais déjeuner, puis après ça, je m'en allais travailler. Je montais dans le bureau, puis je me mettais à travailler. Ce que j'ai commencé à faire, c'est le matin, je me lève, puis je sors dehors. Comme si un peu j'allais travailler. Je passe un 15-20 minutes à l'extérieur. Je prends mon café dehors avec mon bébé. Puis ça fait comme ça brise la journée. L'entraînement, aller marcher le soir. Essayer de, même si on est à la maison, de recréer une certaine routine.
c'est important. On a tendance, quand on travaille de la maison, justement, à toujours travailler. Fait qu'on est toujours dans les tâches. Mais on oublie souvent, en fait, que quand on est au travail, on a des temps morts. Hein, quand on se déplace d'une salle de conférence à une autre, soit on parle avec un collègue, soit on est juste nous-mêmes, mais on n'est pas dans l'activité, on est plus passif. Donc, il faut recréer, je pense, je ne suis pas un expert, là, je donne mon opinion là-dessus, là, mais il faut recréer ces moments de passivité-là. Même quand on est, bon, si on prend le transport en commun, bien, quand on est dans l'autobus, on est seul avec soi-même, on écoute la radio, on écoute la musique, on lit un livre. Quand on est en voiture, bien, si on est en voiture pendant 30 minutes, c'est un moment dans lequel on est par nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut qu'on recrée ces zones tampons-là. Hein. On a des zones tampons dans notre journée, mais quand on reste toujours à la maison, on n'a pas de zone tampon. On est toujours dans l'action. Fait que ceux qui ont des enfants, on se lève le matin, on va les faire déjeuner, on va aller travailler. Après ça, on va arrêter de travailler. Bien là, les enfants vont nous demander quelque chose, on va aller dîner, puis c'est ainsi de suite, et ça n'arrête juste pas. Donc, essayons de recréer ces zones tampons-là. Alors, sur ce, il est 1h pile. Je vous remercie encore une fois de votre participation. On va envoyer la présentation, on va envoyer un petit sondage et on va passer à travers les questions pour vous envoyer des réponses. Si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas. LinkedIn, on est là disponible pour vous. Partageons nos connaissances, partageons nos enjeux, puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, bonne fin de journée, bon week-end, restez en santé et restons positifs. Le meilleur est à venir. Bonne journée.